Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui je vais traiter, suite à la dernière vidéo qui était sur les dériveurs intégraux, les dériveurs lestés VS Kia, d'une autre solution qui s'appelle des voiliers acquis relevables. Alors j'ai eu quelques commentaires sur Facebook et entre autres aussi sur ma chaîne qui m'ont montré que j'avais fait une petite erreur dans le sens que je n'ai pas parlé de ça dans ma vidéo sur les dériveurs. Alors c'est vrai qu'en fait pour moi c'est pas la même chose. Là je vous avais vraiment parlé de bateaux à dérive, des dérives qui ne sont pas lestés. Et là on va parler d'un voilier qui a une quille, qui est une quille lestée et qui est relevable. Donc pour moi c'était vraiment deux choses différentes. J'aurais naturellement dû au moins vous expliquer cette différence et vous dire que j'écartais le bateau à quille relevable de la vidéo, du sujet de la vidéo, quoi. Donc là-dessus, j'ai quand même fait une erreur. Et du coup, vous allez voir, il y a quand même des choses fondamentalement assez différentes avec le dériveur intégral ou le dériveur lesté, comme je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. Et d'ailleurs aussi, je vais revenir sur, en deuxième partie de cette vidéo, je vais revenir sur la vidéo précédente, où je vais vous donner des petites choses que j'avais oubliées, où je vais contextualiser ce que j'avais dit, quoi. Voilà, donc j'ai eu pas mal de remarques sur ma vidéo précédente et je vous en remercie parce que c'est toujours quelque chose qui me remet parfois un petit peu en cause et qui me fait voir que j'ai fait des petites erreurs ou des choses que j'ai oubliées. Du coup, on peut en rediscuter après et ça amène des compléments et c'est comme ça aussi que la chaîne est vivante et beaucoup plus réactive par rapport à vos commentaires, mais aussi qu'elle s'enrichit de l'expérience de chacun. Alors, qu'est-ce que c'est un voilier à quille relevable? C'est un voilier qui a une quille, sauf qu'au lieu d'être boulonnée sous la coque comme un quillard classique, elle est relevable à l'intérieur d'un puits de dérive, quoi. Alors, donc cette quille est lestée, donc elle peut faire un certain poids, donc sur des petits bateaux, elle va peut-être faire 500 kg, mais par exemple sur Damien II, qui était un peu un voilier connu pour ça, pour cette technologie, un des premiers à l'avoir utilisé, la quille faisait 3,5 tonnes. Donc, vous voyez que déjà le relevage, c'est pas toujours obligatoirement ça. Mais ça semble être une solution magique. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un grand tirant d'eau, parce que vous n'allez pas chercher à avoir un faible tirant d'eau quand vous avez la dérive baissée, vous allez chercher à avoir un bateau le plus performant possible. Et donc, comme je vous l'expliquais, plus vous avez un grand tirant d'eau, plus vous mettez du lest qui est vers le profond, et plus vous avez une stabilité de poids. Et là, je vous renvoie sur mes premières vidéos sur la stabilité des bateaux. Qu'est-ce que c'est que la stabilité de poids et quel est l'avantage de descendre le centre de gravité du voilier. Donc, mais, comme vous avez un grand tirant d'eau, si cette quille est relevable, vous allez avoir l'avantage, quand vous arrivez dans un mouillage, de pouvoir soit vous échouer, soit approcher très proche de la côte, et d'accéder à des mouillages difficiles d'accès pour votre tirant d'eau quille baissée. Voilà, vous n'avez pas cet inconvénient, vous pouvez la relever, et donc accéder à plein de mouillages avec peu d'eau. Donc ça semble vraiment la solution parfaite. Alors, comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par ma société, Laurent Service Nautique, une société de coaching dont le but est de vous aider à concrétiser votre envie de voyage en vous aidant à choisir un voilier adéquat pour votre budget et votre projet de navigation. Je rends aussi d'autres services comme des investigations techniques, des conseils techniques pour des modifications de votre bateau et naturellement, possiblement, puisque je suis aussi moniteur de voile agréé, venir sur votre bateau, faire des mises en main, voir des cours de voile pour des mises à niveau, quoi. Voilà, là aussi je mettrai le lien de ma société dans la description. N'hésitez pas à aller visiter mon site et à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. On revient à la vidéo. Alors, cette solution magique qui procure donc un grand tirant d'eau, donc une forte stabilité, tout en donnant la possibilité d'aller s'échouer ou d'aller dans des baies peu profondes.
Le problème, quels sont les problèmes qu'il y avait? Eh ben, il y avait des problèmes, en fait, il y a eu pas mal de problèmes techniques. Parce que vous imaginez bien que vous ne relevez pas comme ça une quille de 3 tonnes, donc Damien faisait 3 tonnes et demie. Il faut que qu'il y ait des moyens de relevage qui soient conséquents. Et puis il faut aussi que quand la quille est en position basse, elle ne puisse pas jouer latéralement dans le bateau et soit risquer d'abîmer la structure du bateau, soit simplement déjà faire des grincements, des bruits, etc. Et puis vous imaginez qu'il ne faut pas que votre quille bouge. Donc vous voyez que techniquement c'est quand même pas très simple à réaliser, et d'ailleurs visiblement les premiers bateaux qui ont été construits comme ça n'ont pas tous été des franches réussites, quoi. Voilà. Donc naturellement ce sont des bateaux qui ne peuvent pas relever leur quille, là je vais bien parler de quille et pas de dérive, leur quille en navigation, puisque dans ce cas-là ils relèveraient le lest vers l'intérieur et donc ils perdraient en stabilité au point naturellement de risquer un chavirage. Donc voilà, donc c'est des bateaux qui naviguent toujours la quille complètement baissée, quoi. Donc ils ont alors là aussi il peut y avoir différents types de quilles. Elles peuvent soit se relever droit, soit pivoter. Donc là il y a différents systèmes. J'ai lu qu'apparemment donc il y a eu beaucoup de systèmes de relevage qui étaient hydrauliques. Les systèmes avec palan apparemment sont faits, mais seulement sur des bateaux où les quilles étaient assez peu lourdes. Et malgré tout, c'est pas un palan simple, hein, c'est des palans triples, etc., avec des treuils électriques. Et il y a eu aussi des systèmes à vis sans fin. Moi j'avais navigué une fois sur un bateau, on a fait une croisière avec un système comme ça avec une vis sans fin. C'était suite à un talonnage, je suppose, la vis sans fin s'était un petit peu déformée et franchement c'était extrêmement galère, quoi. Et il faut naturellement que quand votre quille est en position basse, il y ait un système de blocage, parce que imaginez que la quille puisse remonter par son propre poids, qu'est-ce qui se passerait en cas de chavirage, quoi. Mais voilà, globalement, la vidéo que j'avais fait avant peut aussi, entre guillemets, s'appliquer sur certaines choses sur le quille relevable. Vous voyez bien les avantages: avoir le faible tirant d'eau, avoir un bateau performant quand vous naviguez quille baissée, mais tous les problèmes techniques que ça peut avoir. Donc, pour conclure, un moyen efficace pour le relever, un moyen pour le bloquer en bas, un système qui a vraiment été bien fait, efficace, etc., parce qu'il ne faut pas que la quille puisse bouger, etc., parce que là vous avez 3 tonnes, 2 tonnes, etc., vous avez du poids, donc imaginez quelque chose qui bouge, comment ça va abîmer. Avoir un système de blocage en cas de chavirage, mais vous avez aussi tous les inconvénients que vous pouvez avoir sur un dériveur classique, comme j'ai parlé dans la dernière vidéo, ou un dériveur lesté, c'est-à-dire vous avez un puits de dérive, les problèmes d'étanchéité à ce niveau-là, les problèmes de carénage de cette quille que vous pouvez avoir dans certains chantiers, etc., etc. Alors maintenant je voudrais revenir sur ma vidéo précédente et préciser certaines choses. Pourquoi pendant mon tour du monde par exemple j'ai vu quasiment personne qui avait des dériveurs lestés ou intégraux les échouer. Moi compris, hein, j'ai très peu utilisé, j'ai échoué essentiellement mon bateau au Portugal à la lagune de Faro, et je l'ai fait une fois au Brésil. Alors pourquoi on fait rarement cette manœuvre? Parce que en fait, l'échouage n'est pas une manœuvre si facile à faire que ça. Il faut premièrement repérer une plage, un endroit adéquat. Et il faut aller la repérer à marée basse pour être certain qu'il n'y a pas un caillou mal placé, une chose comme ça qui risquerait d'endommager votre coque. Il faut prendre des relèvements pour être certain de positionner après votre bateau au bon endroit. Il faut être certain de la météo. Il ne s'agit pas qu'il y ait un vent qui va tourner et que votre plage se révèle pas très bien protégée du vent, qu'il y ait du clapot dessus. Ça pourrait endommager le bateau au moment de l'échouage ou au moment du déséchouage. Ou alors, il faut trouver une plage qui est protégée de tous les vents. Donc, tout ça, déjà, vous voyez bien un petit peu la complication au voyage. Vous n'êtes pas toujours suffisamment longtemps dans un endroit pour trouver la plage adéquate, prendre le temps des repérages, etc. Deuxième problème qu'il y a,
c'est que un petit peu partout dans le monde, en fait, il y a très peu d'endroits où il y a énormément de marnage. Sachez que la Manche, c'est quand même une exception. D'ailleurs, le Mont Saint-Michel, c'est le deuxième endroit où il y a le plus de marnage au monde, le premier étant la baie de Fundy qui se trouve là, un petit peu, là, à une centaine de milles, là, dans mon nord-est, puisque je suis au mouillage à Nantucket. Sorti de ce genre d'endroit, sorti aussi par exemple de l'entrée de Magellan, de la Patagonie, on va dire côté Atlantique, où il y a des forts marnages, le reste du monde, en règle générale, il y a des marnages qui sont assez faibles. 1 mètre, 1 mètre 50, voilà, quand vous êtes aux Antilles, le marnage est très faible, quand vous êtes en Polynésie, etc. etc. Un autre endroit où j'ai vu pas mal de marnages, c'est à Madagascar. Mais voilà, pas mal d'endroits du monde, dans le monde, en fait, en général, les marnages sont assez faibles, moins de 2 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mer, elle descend très peu, puisqu'elle descend plus ou moins sur... elle descend pas plus ou moins, elle descend sur 6 heures de temps. Donc, elle va descendre pas beaucoup par heure. Donc, la première heure, elle descend d'1 douzième, deuxième heure 2 douzièmes, troisième heure 3 douzièmes, quatrième heure 3 douzièmes, 2 douzièmes, 1 douzième. Donc, 1 douzième de 2 mètres, ça fait pas beaucoup. Donc le problème, c'est que le bateau, dans un cas comme ça, avec des faibles marnages, il va s'échouer très très lentement. Donc si vous avez un tout petit peu de vent avec un tout petit clapot, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre bateau, il va talonner longtemps. Il va faire poum, poum. C'est pas violent, parce que vous avez choisi une baie qui est quand même arrêtée, mais c'est quand même vite fait d'avoir un léger petit clapot. Il va faire boum, boum, boum. Il va aussi se passer qu'il peut y avoir un bateau à moteur qui passe, etc. Et puis là, il va faire un peu grand boum. Sur un dériveur lesté comme moi, où je mettais les béquilles, le bateau il bascule d'un côté ou de l'autre, et puis bam, il tape en même temps sur la béquille, ça fait renvoyer des efforts sur la structure, etc. Tout ça fait que c'est assez désagréable. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous trouvez que c'est vraiment pas génial pour le bateau, et donc vous évitez de le faire. Sauf si vous êtes, comme je vous le disais précédemment, totalement certain d'avoir trouvé un lieu parfaitement calme, parfaitement adéquat, etc. Donc c'est quelque chose que vous évitez. Moi au final maintenant sur mon bateau, j'ai même carrément viré les béquilles. Et j'ai eu depuis que j'ai viré les béquilles besoin d'échouer mon bateau parce que j'ai eu besoin de changer la ligne d'arbre. J'avais tordu ma ligne d'arbre d'hélice, donc j'ai voulu changer et j'ai pas voulu payer un crutage. J'ai été échouer mon bateau. Et ce que j'ai fait, je l'ai échoué sans les béquilles. Je l'ai couché sur un côté. J'ai changé mon arbre d'hélice et le bateau s'est relevé, il est reparti. Voilà, donc c'est des manœuvres qu'on essaye d'éviter de faire. Voilà. Et il y a un autre petit truc aussi, c'est que de plus en plus dans le monde maintenant, le carénage des bateaux est interdit. Donc il est vrai qu'échouer le bateau a de moins en moins d'intérêt. Et même quand vous faites des travaux, comme par exemple, comme j'ai fait changer un arbre d'hélice, etc., je vous conseille de mettre une bâche sous le bateau une fois que vous commencez les travaux. Déjà, ça vous permettra de ne pas poser vos outils dans le sable et tout. Et puis si jamais il y a un policier ou quelqu'un qui vient, vous dites, oui, je suis en train de faire des travaux, mais ce n'est pas des travaux salissants. D'ailleurs, regardez, j'ai mis une bâche et tout pour ne pas polluer ni rien. Voilà. L'autre inconvénient que j'avais oublié de spécifier des dériveurs ou des dériveurs intégraux, donc je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente que le grand truc c'était de relever la dérive à certaines allures comme le travers, etc. pour diminuer le couple de chavirage et que le bateau navigue plus à plat. Alors c'était le grand argument, entre autres, de Villeneuve, qui est le concepteur, enfin l'architecte de Total. Donc ça a été beaucoup répandu dans les années 80-90, c'était le grand argument pour les dériveurs. Alors là, je vais témoigner que de mon bateau, parce que je ne sais pas si c'est vrai pour d'autres bateaux, peut-être que les systèmes sont mieux conçus, mais moi, j'ai jamais réussi à relever la dérive, par exemple, au travers, quand le bateau navigue. Pourquoi? Sur cette dérive, il s'exerce une force antidérive. Voilà, là aussi, je vous renvoie à mes vidéos précédentes où j'explique ce que c'est que la force antidérive. Et donc, elle exerce une force, donc votre dérive, elle ne reste pas comme ça dans l'axe du bateau, elle a tendance à légèrement forcer comme ça. Alors, j'exagère le mouvement, mais pour vous faire comprendre. Si vous essayez de relever quelque chose, qui n'est naturellement pas incliné comme ça, je vous dis, j'exagère pour vous faire comprendre, mais dans un puits de dérive qui est là, vous voyez bien, ça ne veut pas passer, quoi.
Et quand ça passe, ça frotte, ça force, etc. Donc moi, malgré que j'avais un winch sur ma dérive, je n'arrivais pas à relever ma dérive. J'étais obligé de choquer les voiles, des fois ça suffisait même pas, et de plus ou moins me mettre face au vent. Donc au bout d'un moment, toutes ces manœuvres, voilà, j'avais trouvé ça, moi, extrêmement compliqué, quoi. Donc au final, encore une autre raison pour laquelle en fait j'ai vu assez peu de dériveurs échouer, c'est qu'en fait quand vous naviguez dans le monde, et ben en fait il n'y a pas vraiment d'endroit où mon faible tirant d'eau m'a été d'une utilité quelconque. Les seules fois, moi, vraiment, où la possibilité d'échouer mon bateau a été utile, c'est quand j'ai eu des réparations, et comme j'avais pas trop d'argent pour gruter, là, ça m'a été utile. Puis pour le reste, jamais je n'ai vraiment été embêté avec le tirant d'eau. Et même si j'avais eu 1m40 ou 1m50 ou 1m60, tous les mouillages que j'ai faits, j'aurais pu les faire. Alors, je regarde un petit peu mon papier pour voir si j'ai oublié quelque chose, parce que je ne vais quand même pas faire un troisième bis, hein, faut pas des... Alors oui, un dériveur intégral, bonne remarque de quelqu'un là sur mes vidéos YouTube, c'est qu'un dériveur intégral, alors je suppose dérive relevée, il ne le précisait pas, mais je suppose que c'est ça, il n'a plus du tout ou une très mauvaise manœuvrabilité au moteur, hein, donc au moteur, moi personnellement, je conseille aux gens d'avoir la dérive baissée. Parce que c'est ce que je faisais aussi sur les katana par exemple, où on a des dérives. J'ai remarqué dans les ports que ça marchait beaucoup mieux les manœuvres quand j'avais la dérive baissée. Alors vous me direz aussi que le problème, c'est que quand vous voulez aller vous échouer, il faut bien relever la dérive. Et donc là, en effet, votre bateau va avoir une manœuvrabilité extrêmement réduite, parce qu'en fait c'est une savonnette, il va partir dans tous les sens, quoi. Alors le gros inconvénient, oui, je vois que j'ai oublié, c'est quand même le coût. Tout système comme ça est un coût supplémentaire par rapport à un quillard, puisque dès que vous avez des systèmes de relevage, vous avez un puits de dérive, etc. Ça veut dire que le bateau a coûté plus cher. Le bateau a coûté plus cher, il va aussi coûter plus cher d'entretien, parce qu'il y aura bientôt des pièces à changer et à entretenir. Alors au montage, je coupe la vidéo, parce que je m'aperçois que j'ai encore oublié un petit détail. Que vous ayez un dériveur lesté, un dériveur intégral ou un dériveur à un voilier à quille relevable, en plus de la quille ou de la dérive, il faut aussi que le safran soit adéquat. D'accord. Si vous devez échouer votre bateau, il faut naturellement, si vous avez relevé par exemple sur un dériveur intégral toute la dérive, il faut aussi que le safran, lui, soit escamotable ou qu'il puisse se remonter, quoi. Sur un dériveur lesté comme Tao, moi, le safran est fixe, mais il ne dépasse pas naturellement la petite quille que je possède. Alors, sur un dériveur intégral ou un voilier à quille relevable, ce safran qui est relevable, lui aussi, pose des soucis techniques et peut naturellement poser des problèmes de fiabilité. Donc, c'est encore un petit détail supplémentaire de complexification pour les bateaux dont les appendices sont relevables. Voilà, on reprend la vidéo. Voilà, ce petit bis est fini. J'espère que vous avez apprécié la mise au point sur certains points. Voilà. Et continuez à commenter mes vidéos. Donc vous voyez que c'est quand même c'est passionnant, parce que justement ça me permet de me remettre en question. Et ça fait avancer la discussion, et en règle générale plutôt dans des points positifs, quoi. Voilà, la prochaine vidéo ce sera sur le piquille, donc je vais essayer de la faire demain et d'essayer de la poster ce week-end, sinon ça sera le week-end prochain. Merci, à bientôt, au revoir.